Aujourd'hui, pour ce nouveau webinaire, on accueille Aurélie, qui est Senior Product Marketing Manager chez Conto. Et alors, vous le savez, on a pour habitude souvent de présenter des succès lors de ces webinaires, de montrer un petit peu des projets qui ont marché dans d'autres entreprises. Aujourd'hui, on va plutôt parler des échecs, en tout cas des choses à ne pas faire. Aurélie, elle a un sacré track record en product marketing. Elle a été sur des créations de postes en product marketing. Elle a aussi bien été dans des scale-up beaucoup plus avancées, disons, sur ces sujets. Donc, elle a vu pas mal de choses à faire et à ne pas faire. Et c'est aujourd'hui ce sur quoi on va se concentrer. Alors, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas déjà, petit rappel, hein, The Product Crew, on est une communauté qui rassemble aujourd'hui plus de 10 000 talents, product managers, product marketing managers, également des designers, des ingénieurs. Notre but, c'est vraiment d'aider tous les membres de notre communauté à libérer leur potentiel et trouver le prochain job qui leur correspond. Et bien sûr, en parallèle, forcément, d'aider les entreprises à recruter des talents qui auront un véritable impact sur leur organisation. Alors, comme je disais aujourd'hui, TPC, c'est l'un des plus grands réseaux sélectifs tech et produits, donc plus de 10 000 personnes. C'est 100% gratuit et ça a vocation à le rester pour les membres. Une fois que vous êtes membre, vous avez accès à nos événements, à nos masterclass, à nos ressources également. On fait beaucoup de ressources sur Notion qui peuvent vous aider dans vos métiers, dans vos carrières et forcément aussi à notre service de recrutement que je vous mentionnais. Aujourd'hui, TPC, c'est plus de 800 entreprises tech qui nous ont déjà sollicité. En moyenne, c'est 30 jours pour effectuer un recrutement et moins de 24 heures pour vous envoyer une vingtaine de profils qualifiés. On a déjà bossé avec des très belles boîtes, hein, donc vous pouvez voir le nom ici, mais pas que. Aussi, on a bossé avec des plus petites structures, moins connues, disons, mais tout aussi cool. Alors, on est une soixantaine de personnes, ça continue de se connecter. Petit état des lieux du marché, on m'interroge souvent là-dessus. Ça repart, hein, ça reprend, ça y est, on le constate quand même. Pas mal de levées en attente sur la fin de l'année ou sur début 2024. On le voit notamment sur les secteurs très innovants d'IA ou des secteurs type health tech, prop tech. Même si effectivement c'est plutôt des entreprises assez early, hein, donc qui cherchent une série A, là où les scale-up ont quand même un petit peu ralenti sur le recrutement, pas mal qui sont en recherche de rentabilité versus recherche de scalabilité. Et donc ça passe aussi par des coûts dans le recrutement, enfin des coupes plutôt budgétaires. Tac. Et écoutez, alors on est 75 personnes. Ce que je vous propose, c'est de commencer. Aurélie, je te laisse partager ton écran et c'est parti. Ah, et petit rappel juste à la fin, on prendra aussi 10 minutes pour les questions-réponses. N'hésitez pas, si vous avez un micro, on essaiera aussi de vous donner la parole, ce sera plus interactif. Je retrouve la bonne fenêtre. Hop. Et c'est parti. Du coup, merci déjà pour l'introduction. Merci aussi pour l'invitation. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, effectivement, aujourd'hui, je vais plutôt vous parler de mes erreurs, dans l'espoir que vous puissiez ne pas les faire, ou en tout cas en apprendre potentiellement quelque chose. Du coup, comme déjà évoqué en introduction des erreurs, j'ai eu l'occasion d'en faire pas mal, effectivement, parce que notamment lors de mon expérience à Worldline, je suis arrivée sur une création de poste. Donc, j'ai démarré sur un poste de responsable marketing dans un petit département d'une grosse boîte de 20 000 personnes. Autant vous dire que ça ne voulait pas dire grand-chose, je n'étais pas responsable de grand-chose. Et en fait, l'objectif, c'était d'insuffler un peu de marketing dans des équipes qui se structuraient en produits, qui étaient plutôt projet avant avec finalement une audience plutôt grand compte de banques traditionnelles, etc. Donc j'étais en fait vraiment dans un petit département au sein d'une grande boîte. Et ensuite, chez Conto, plutôt une scale-up où on est passé de 400 personnes quand je suis arrivée il y a 2 ans et demi à maintenant plus de 1300. Donc il y a beaucoup de différences, je ne vais pas toutes les détailler, mais ce qui est intéressant à voir, c'est que déjà chez Worldline, je faisais beaucoup d'analyses plutôt marché. J'intervenais à des moments très spécifiques du cycle de vie produit pour aider sur la partie analyse concurrentielle, un peu positionnement stratégique et accompagner en fait plus d'une dizaine de PM dans encore, enfin, comme je le disais, des moments très précis de leur cycle de vie produit qui était très long, hein, parce qu'on bossait par exemple sur des plateformes conversationnelles, l'open banking, etc. Donc c'était plusieurs trimestres. Et c'est pour ça qu'en fait, je pouvais me permettre d'accompagner autant, entre guillemets, de PM sur ces parties-là.
Chez Conto, à l'inverse, du coup, je suis beaucoup plus spécialisée. Avant, j'étais sur la partie aide à la pré-comptabilité. Donc, les exemples seront inspirés de ça. Et maintenant, la partie facturation client et fournisseur. Donc, vous retrouverez un peu ça dans mes exemples ensuite. Et là, du coup, je travaille vraiment main dans la main avec 3-4 PM et sur tout le cycle de vie produit que je vais vous détailler un petit peu là, juste après, avec des cycles de développement qu'on essaie de viser à 6 semaines. Donc, bien sûr, ça peut évoluer un petit peu, mais en tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire pour assez rapidement en fait itérer et proposer de nouvelles améliorations. Et l'intérêt en fait, c'est que du coup, je peux réaliser des recherches qui sont beaucoup plus approfondies, beaucoup plus actionnables, avec en fait des segments qui vont être partagés au sein de toute l'équipe. Donc c'est là dans les grandes étapes. Pour ceux qui ne connaissent pas Conto, parce que ce sera important pour comprendre aussi les exemples que je vais vous détailler, du coup, c'est un compte professionnel qui est particulièrement adapté aux petites, voire moyennes entreprises. Le cœur de métier, on va dire qu'on va plutôt le focuser sur les 10-50 employés, mais en revanche, on a beaucoup d'auto-entrepreneurs, d'entrepreneurs individuels, et on a aussi des plus grosses boîtes de 200 personnes. Mais en tout cas, l'idée, en fait, pour nous, c'est de couvrir un peu tout le cycle de vie des dépenses de l'entreprise. Et donc, Conto a été créé il y a environ 6 ans. Aujourd'hui, on a 400 000 clients qui sont répartis dans 4 pays, Allemagne, Italie, Espagne, France. Et donc, comme je le disais, quand j'ai rejoint la boîte, on était 400, on était 6 PMM. Là, maintenant, on est plus de 1300 et on est une quinzaine de PMM. Donc, on a vraiment beaucoup grossi. Et du coup, c'est là où des fois, ça va être intéressant, je l'expliquerai après. Mais finalement, les choses qu'on a pu mettre en place au début, en tout cas à mes débuts chez Conto, aujourd'hui peuvent plus vraiment, enfin, sont plus pertinentes parce qu'on est trop, ça crée trop de bruit, ça crée trop d'interactions. Donc, l'idée, c'est aussi de comprendre comment est-ce qu'on peut des fois ajuster, itérer et du coup apprendre de nos erreurs au moment où on scale en fait en tant qu'entreprise. Du coup, pour donner un peu de détails, sans entrer trop dans les détails quand même, le cycle de vie produit, comme je le détaillais un peu, enfin, j'expliquais rapidement, l'idée c'est de faire des cycles de développement de 6 semaines à peu près. Mais du coup, en amont, on a quand même toute une phase de cadrage, etc. Donc, je vais vous le détailler un petit peu pareil pour que vous puissiez vous placer après dans mes exemples. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À la fin, il y a du temps qui est alloué à cette partie-là. Mais du coup, on a, donc, une fois la roadmap définie, hein, quand on entre dans une nouvelle fonctionnalité, on a vraiment une partie recherche. Donc, analyse marché, analyse concurrentielle, positionnement, des interviews utilisateurs, etc., qui durent environ une semaine, où l'objectif, en fait, c'est vraiment de comprendre les besoins du client, les attentes, les préférences, mais à cette étape, on ne définit pas encore de solution. On va vraiment juste définir tout ce qui est les problématiques, en fait, qu'on va chercher à résoudre ensuite par la solution. Donc là, c'est avec le product manager, product designer et du coup, product marketing. Ensuite, on va avoir du coup une passe avec toutes les équipes tech où je suis pas ou très peu impliquée, où là, l'idée va être de définir justement la solution technique. Donc, comment est-ce qu'on répond à tous ces besoins, à toutes ces problématiques avec une solution, avec un produit. Et une fois qu'en fait la solution est fixée, là je rentre en jeu et je vais consolider donc le go-to-market pour ceux qui ont des PMM ou peut-être ceux qui le font eux-mêmes. Vous devez être familier avec cette partie-là. Mais l'idée, c'est vraiment de consolider toutes les informations qu'on a pu définir, donc les segments, le positionnement concurrentiel, les cas d'usage, la partie du coup un peu plus stratégique, expliquer en fait ce que fait le produit, ce qu'est le produit, pour que derrière, on puisse faire les bons kick-offs avec les bonnes équipes, définir le plan d'action en main dans la main avec les équipes dont on a besoin en fait pour le mettre en place et derrière en fait donc produire le contenu et in fine lancer la fonctionnalité. Donc assez classique, mais du coup ça vous donne un peu une idée du cycle de vie de chaque itération de produit on va dire. Et derrière en fait ça va permettre de définir un peu de mettre en place le rôle qu'on peut avoir côté product marketing chez Conto. Donc, il y a vraiment cette partie où on va chercher à vraiment comprendre, notamment encore une fois avec le product manager, product designer, en profondeur ce dont a besoin le client. Mais nous, notamment, pour derrière pouvoir vraiment définir les messages qui sont bien adaptés aux bonnes audiences, avec les bons bénéfices qui sont mis en avant pour le bon segment. Et derrière, définir le plan d'action, en fait, pour chacune de ces audiences qu'on veut viser derrière lors de notre lancement. Et du coup, pouvoir être assez concret dans les actions qui sont les plus pertinentes. Par exemple, construction va souvent aussi avoir du physique, des flyers dans des magasins, et même pour de l'adoption. Et après, sur des clients plutôt tech, etc., des fois, les canaux numériques, enfin digitaux vont suffire. Et bien sûr, il y a une dernière partie qui est évidente, et je pense que dans tous les cas, c'est dans tous les métiers, mais notamment surreprésenté côté product marketing, cette partie orchestration et en fait diffusion de l'information en interne. Et ça peut aller effectivement de tout ce qui est partage de la connaissance aux bonnes équipes, mais aussi formation de ces équipes, comme les équipes support, les équipes commerciales, à comprendre et utiliser et parler d'ailleurs du produit.
Donc, j'aime bien donner cet exemple où, en tant que PMM, en fait, on traduit les fonctionnalités pour la bonne audience, mais que ce soit pour les prospects, pour les clients, mais aussi pour les audiences en interne. Donc, on ne va pas donner les mêmes informations à un commercial, aux équipes Customer Success, etc. L'idée, c'est vraiment de pouvoir leur donner le bon niveau. Et parce qu'elles ont, je ne sais pas combien de fonctionnalités, je ne saurais même pas vous dire chez Conto à connaître, à gérer. Donc, il faut vraiment réussir à être succinct et à nous assurer que c'est bien représenté lorsqu'ils parlent aux clients. Voilà pour la petite introduction sur mon rôle et Conto. Du coup, je vais passer aux 7 erreurs, donc les plus communes que j'ai pu commettre, on va dire les plus souvent. En revanche, bien sûr, c'est pas exhaustif. Bien sûr, il y en a d'autres, mais du coup, je me suis dit que c'était potentiellement celle qui peut être le plus réutilisable dans d'autres contextes produits. Euh, voilà. Du coup, je vous ai détaillé un petit peu là une petite introduction que je remettrai à la fin. Mais à ce stade, l'objectif, ça va être de regarder un petit peu plus dans le détail. N'hésitez pas à noter vos questions dans le chat pour qu'on y réponde à la fin. Voilà. Du coup, je vais démarrer la première, donc communiquer uniquement au lancement. Ça peut être assez contre-intuitif parce que du coup, globalement, le rôle de product marketing, on le voit comme quelqu'un qui va consolider le go-to-market pour en fait accompagner la release d'une fonctionnalité. Et sauf qu'au début, effectivement, c'est ce qu'on faisait. D'ailleurs, on n'était pas structuré. Là, je vais parler de la facturation, etc. Au début, il y avait un lancement qui allait se faire. On mettait un product marketing manager et il allait définir tout le plan d'action. En revanche, ce qu'on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de communiquer pour chaque nouveau lancement ou même pour chaque amélioration. Et en fait, pour plusieurs raisons, déjà d'un point de vue, c'est pas scalable. Là, je travaille avec 3-4 product managers. Je ne peux pas être impliquée dans tous les lancements. Forcément, il y a un moment où je ne vais pas pouvoir donner suffisamment de bandes passantes pour faire un plan d'action qui soit suffisamment bon, où je regroupe toutes les informations en go-to-market, pardon. On a vraiment besoin d'avoir du temps pour préparer les messages, etc. Et aussi, un autre aspect qui, du coup, paraît évident par rapport au scale de Conto, quand on était 6 PMM à communiquer, ça pouvait aller. À 15 PMM, ça va créer beaucoup de bruit dans l'application, parler dans les emails. Et il y a un peu cet effet boule à facettes où il y a plein de petits pop-up de partout que plus personne lit, ou même dans les emails, du coup, trop de communication, parce qu'en plus, on envoie des emails transactionnels, plus des emails un peu plus d'adoption, on va dire commerciaux. Donc, en fait, in fine, l'utilisateur n'est plus du tout sensible à ces communications et on crée de la fatigue. Donc, l'idéal, du coup, c'est vraiment de s'adapter au contexte et au moment de vie du client. Donc là, je m'étais alignée, c'est comme avec la maturité du client. Donc, il y a différents aspects, mais par exemple, premier exemple, les clients doivent mettre leurs reçus parce que s'ils sont éligibles, enfin soumis à la TVA, ils doivent les conserver pendant 10 ans pour les présenter à l'administration, les partages de comptables pour faire les déclarations, etc. Là, du coup, on se dit, OK, on est dans le parcours de l'utilisateur, comment est-ce qu'on peut l'aider? Hop, il a réalisé une dépense dans un restaurant, on lui rappelle, hey, oublie pas de mettre ton reçu. Et c'est tout petit, si le client n'est pas au courant qu'il doit mettre ses reçus, ça ne va pas forcément l'aider. Mais au global, du coup, un client qui est déjà en train de réaliser pas mal de dépenses, c'est un client qui va vouloir conserver ses reçus au bout d'un moment pour la partie compta. Donc, on va avoir des petits moments pertinents dans le cycle de vie du produit, plutôt que communiquer au lancement, hey, maintenant, vous pouvez prendre en photo vos reçus. À l'instant T, les clients n'ont pas forcément d'intérêt, en fait, de le faire. Aussi, du coup, autre exemple, cette fois-ci, du coup, in-app, on a une fonctionnalité qu'on a sortie de gestion des factures fournisseurs. On peut mettre toutes ces factures à payer, on en extrait les informations, etc. Comment est-ce qu'on pousse cette fonctionnalité? Parce que du coup, tout le monde n'a pas moult factures à gérer et n'a pas la problématique d'avoir du mal à toutes les gérer et à perdre trop de temps. Si vous avez 2 factures, les remplir à la main, côté virement et tout, il n'y a pas de problème. Du coup, on s'est dit, OK, une fois qu'un client fait un certain nombre de virements d'une certaine sorte avec certains destinataire. Du coup, la prochaine fois qu'il se connecte dans la section virement, on lui pousse, hey, est-ce que tu voudrais pas aller voir cette section-là qui, au final, pourrait t'aider à gagner du temps, etc. Donc, encore une fois, ensuite, en poussant les bons messages. Mais l'idée, c'est de s'adapter, en fait, vraiment à son cycle de vie. Parce que, pareil, s'il vient d'arriver chez Conto, il n'a pas 2000 factures à gérer, donc c'est trop tôt, même si le segment identifié est en fait le bon. Du coup, ça en vient un peu à mon point suivant, ne considérer qu'une seule partie de l'expérience client. On a tendance en fait à vouloir communiquer du coup sur ces parties lancement, adoption, mais en fait déjà on sait que dans le marketing au global, une seule com, ça va rarement suffire déjà à la conversion. À l'époque, je crois qu'on disait qu'il fallait 3 touchpoints pour convertir un prospect en client. Maintenant, je crois qu'on est passé à au moins 6. En product marketing, c'est pareil. C'est pas, donc ça, je vous montrais avant sur la petite notif des reçus ou même la notif in-app sur la partie facturation fournisseur. C'est pas une com qui va faire que le client va se dire ah mais oui trop bien il me le faut absolument, sauf si vraiment vous arrivez pile poil au bon moment.
globalement, même un client qui va avoir besoin de facturation, c'est peut-être pas le bon moment, le moment où on envoie la communication. Du coup, il faut vraiment identifier quand est-ce qu'on peut influer, en fait, ou en tout cas inspirer le client pour que derrière, il ait l'intérêt à utiliser la fonctionnalité. Par exemple, au début, on avait essayé pour booster l'adoption de notre outil de facturation client, donc de gestion des factures et des devis, et ensuite le paiement de ces factures. On avait essayé de faire des automatisations quand le client recevait un revenu avec la mention facture dedans, en se disant du coup que c'est il avait commencé en fait à facturer. Sauf qu'on s'est rendu compte que c'était trop tard, parce que ça veut dire qu'il avait déjà un outil et la résistance au changement, le fait de devoir bouleverser ses habitudes, avoir un nouvel outil, etc., était trop forte. Donc pour l'outil facturation, en fait, on a essayé de collaborer avec les équipes, donc growth, donc marketing, etc., en amont, acquisition et tout, pour que derrière, on évoque la partie facturation déjà à différentes étapes du flow de conversion, donc quand c'est encore un prospect, et du coup qu'il soit au courant que ça existe chez Conto, même si finalement il n'avait pas été absorbé par un tunnel lié à la facturation. Certains clients viennent pour ça, mais d'autres pas du tout. Donc on veut s'assurer qu'ils ont bien l'info que ça existe. Et derrière, pareil, une fois que le client est devenu client, on a tendance à faire des petites comme CRM, justement les petites pop-up comme je montrais avant, ou même le push que je pouvais montrer juste avant. Mais en fait, on a aussi des canaux qui existent dans l'appli qu'on peut essayer, en fait, ou même d'ailleurs des mails back-end sur des transactions, etc., qu'on peut essayer d'utiliser pour après encourager le client. Donc là, déjà, on voit, ça fait pas mal de touchpoints, normalement, qui sont alignés un peu avec son cycle de vie. Et par exemple, si je prends là ce qu'on appelle l'empty state, donc c'est la première fois que le client arrive sur la section facture, c'est une opportunité de lui en donner plus, de donner quelques informations qu'il n'aurait peut-être pas eu dans les étapes d'avant. Donc l'intérêt, c'est vraiment de mapper, au-delà de nos canaux à nous, de mapper tout le cycle de vie du client, donc de prospect à client en fonction de son segment. Mais du coup, pour bien définir son parcours et savoir quels sont les points de contact qu'on peut essayer d'optimiser, il faut bien connaître les audiences et donc bien connaître leurs préférences et du coup leur parcours qui est souvent différent. Et donc un des risques, ça va être de définir des audiences qui sont trop génériques. Personnellement, je sais que je ne suis pas trop fan des personas parce qu'on a tendance à un peu généraliser, globaliser, et derrière, c'est assez difficile de les rendre actionnables. Donc, on a tendance plutôt à définir en fait des profils côté product marketing. Donc, c'est le même principe, hein. On va établir des segments pour bien identifier un product market fit qui vont être nos clients idéaux en fait. On va essayer d'identifier leurs besoins, leurs problématiques. Donc là, on a vraiment le même usage, on va dire. Mais ici, on va vraiment essayer de mettre, là, vous voyez, on a des vrais clients avec derrière des verbatims à chaque fois. L'objectif, c'est vraiment de se mettre dans les chaussures, je ne sais pas si ça se traduit vraiment en français comme expression, mais de l'utilisateur et de se dire, OK, quitte à résoudre un problème, on va résoudre le problème pour Guillaume. Donc, on regarde si notre solution y répond, plutôt que se dire qu'on va répondre au problème de Clark qui est extraverti et qui n'aime pas trop les social networks. Là, ça va vraiment plus nous aider sur la vision produit et ça va influencer en fait tout ce cycle de vie que je vous ai détaillé avant. Donc, c'est vraiment ce qu'on aspire à définir en amont. Par exemple, du coup, on ne va pas développer la fonctionnalité des devis ou même de la facturation de la même manière pour quelqu'un qui fait de l'e-commerce, qui lui va avoir besoin d'avoir un module sur son site, etc. Et pour un freelance dans la tech qui va bosser en fait sur des prestations liées à des devis. Donc à partir de là, en fait, ça peut beaucoup orienter, même à l'échelle de la fonctionnalité. C'est un profil qu'on va conserver, enrichir, mais on sait, OK, est-ce que Guillaume, il aurait besoin de ça, par exemple? Et après, on a différentes audiences. Notre outil ne correspond pas à seulement un segment, mais du coup, ça nous permet de créer de l'alignement déjà au sein de l'équipe produit et après aussi au sein des autres équipes. Parce que si l'acquisition, elle vise des restaurants de 200 salariés et que nous, on est sur Guillaume, freelance dans la tech, on va vendre quelque chose en amont, côté dans les canaux d'acquisition, etc. Et une fois que le client arrive dans le produit, il se rend compte que ça ne correspond pas du tout à son besoin. Donc, on a en fait une satisfaction qui va beaucoup baisser. Et on s'est rendu compte que du coup, les parties prenantes avaient tendance à consolider leur propre profit, qui des fois étaient différents des nôtres, pour ajouter des informations en fait qui n'étaient pas présentes. Là, dans ce que je vous montre, par exemple, on n'a pas la partie gestion des objections pour les commerciaux ou les messages différenciant pourquoi Conto est meilleur que pour la partie acquisition. Donc vraiment, en fait, on a dû ajuster. Donc en tant que product marketing, au-delà du fait d'aider le PM, le product designer en amont à cadrer un peu les audiences, à comprendre à qui on s'adresse et quels besoins on répond, etc., il faut aller jusqu'à comprendre ce dont les autres équipes auront besoin pour faire correctement leur travail et pouvoir vendre, ou en tout cas aider les clients à comprendre cette fonctionnalité. Et donc, chez Econto, comme là je le montrais, on lit souvent des vrais exemples, parce que du coup, le commercial, par exemple, peut aller retourner voir l'interview, même l'écouter,
pour comprendre en fait un peu mieux à qui on s'adresse. Donc, c'est vraiment l'objectif de partager ces personas au sein de l'entreprise. Et d'ailleurs, là, très récemment chez Conto, maintenant, on a défini des personas qui sont partagés par toutes les équipes. Donc, avec après nous des détails un peu différents par fonctionnalité qui sont plus ou moins applicables. Mais en tout cas, maintenant, on a une base commune à l'échelle de l'entreprise. Ensuite, on rejoint un peu ce que je disais, mais on a tendance à aussi, enfin, j'ai tendance, je l'ai beaucoup fait, à décrire les fonctionnalités. Parce que ça me paraît évident la valeur que la fonctionnalité apporte. Donc là, on est plutôt côté messaging et plus tant côté canaux, même si là, du coup, je montre des canaux là qui sont liés au site web. Le site web, en fait, potentiellement, c'est le bon endroit pour parler fonctionnalités, parce que ça peut être un moment où le client est en train de comparer avec d'autres concurrents. En revanche, sur de l'adoption, par exemple, c'est pas toujours pertinent. Typiquement, là, le fait de, si je prends l'exemple qu'on a à gauche, le fait de prendre en photo des reçus pour pouvoir extraire la TVA, etc., comme je le disais, pour faire des déclarations, pour derrière aussi pouvoir mieux gérer en fait ces reçus, pas les garder dans une boîte jusqu'à ce que l'administration fiscale les réclame au bout de 10 ans. En fait, finalement, on s'est rendu compte que tous les clients sont censés, enfin ceux qui sont soumis à la TVA sont censés garder les reçus. En revanche, on n'avait même pas un cinquième des gens dans Conto qui mettaient leurs reçus. Donc pour moi, je me disais, mais pourquoi c'est évident? Et en fait, au-delà du fait de oui, il faut attacher les reçus, on se rend compte que finalement, ils le faisaient potentiellement ailleurs. En fait, ils les gardaient dans un drive ou alors ils les envoyaient directement par email au comptable parce qu'ils ne voyaient pas l'intérêt de prendre une photo. Les conserver, bien sûr, mais la photo, le mettre dans Conto, pas forcément. Du coup, on a regardé un peu sur des audiences. Désolée, il y aura des petits bouts en anglais parce que j'ai mis des impressions écran de mes pages Notion, justement. Mais là, déjà, on peut regarder deux audiences qui, les deux, peuvent avoir besoin de prendre en photo des reçus, mais pas du tout de la même manière. Le premier, par exemple, l'entrepreneur individuel, lui, ça va être l'aspect sécurité, praticité. Son objectif, en fait, c'est de, quand il va au resto, quand il a des frais de bouche, il prend ça en photo son justificatif, c'est dans Koto, hop, il n'a plus à s'en occuper et c'est envoyé à son comptable, c'est certifié, donc il peut jeter le papier. Donc, si l'administration fiscale le demande dans 7 ans, il l'a dans Koto. L'historique est illimité. Donc lui, il veut juste être tranquille. Ensuite, si on regarde plutôt une plus grosse boîte, je ne sais pas, entre 5 et 20 personnes, déjà, ils vont commencer à avoir des problématiques de, il y a certains de leurs salariés qui vont partir, je ne sais pas, au restaurant avec des clients, en déplacement, du coup, ils vont devoir allouer des cartes, du coup, avoir des dépenses. Et après, la galère pour récupérer les justificatifs, parce qu'ils les perdent, parce qu'ils ne les mettent pas tout de suite. Donc là, vraiment, la problématique pour eux, c'est cette partie gain de temps et contrôle aussi sur les dépenses. Parce que du coup, restaurant, tu as dépensé dans quoi? On ne sait pas trop. Donc il y a un aspect plutôt là de promouvoir le fait qu'ils n'ont plus besoin de chasser les reçus, qui vont pouvoir justement avoir cette petite notif que je vous montre au début, juste après la dépense, pour que le salarié se rappelle d'ajouter son reçu. Et du coup, après, avec la dématérialisation, etc., ils peuvent tout accélérer, toute la partie gestion comptable et connecter à leur outil directement pour qu'après, ils fassent la clôture. Donc, c'est deux objectifs très différents, pourtant qui se basent sur cette fonctionnalité de capture de reçus. Donc, en fait, il faut vraiment décrire le bénéfice pour notre segment et pas juste la fonctionnalité et ce qu'elle permet de faire. Derrière, donc lié aussi un petit peu au succès produit, si on regarde, donc je vais pareil pas aller dans le détail, mais succès produit, par exemple, on a lancé la capture mobile des reçus, on veut qu'il y ait tant de gens qui l'adoptent. Moi, finalement, c'est pas ce qui va m'aider derrière en tant que PMM à réussir à communiquer correctement. Et derrière, si je suis juste derrière le succès produit, en fait, je ne saurais pas mon impact. Comment on fonctionne aujourd'hui assez rapidement? En fait, on a l'objectif global de l'entreprise, augmenter les revenus, par exemple, des sous-objectifs, donc de quelle manière on va augmenter les revenus. Est-ce que c'est en augmentant, je sais pas, le revenu moyen mensuel? Est-ce que c'est en augmentant le revenu par client, etc. Derrière, du coup, côté les équipes marketing, les équipes produits, on va définir des sous-objectifs par équipe. Donc, par exemple, augmenter un utilisateur qui utilise des fonctionnalités payantes de facturation, je ne sais pas. Mais après, si moi, je veux juste à convaincre les clients d'adopter, etc., comment je sais quel impact j'ai eu? Puisque mon email ou ma com, in-app, finalement, le client peut l'avoir vu et adopter X mois après. Donc, finalement, c'est assez difficile de mesurer son impact. Et il y a un intérêt aussi en tant que PMM de sous-segmenter, donc le PM aussi bien sûr, hein, mais de sous-segmenter du coup à toutes ces étapes qu'on peut identifier dans le tunnel, qu'est-ce que moi je peux espérer impacter et où est-ce que je peux espérer avoir le plus d'impact. Par exemple, si on prend l'exemple de l'activation, donc le client a déjà commencé à utiliser ma fonctionnalité, en l'occurrence là je prends l'exemple de la facturation, ben, il va commencer, il va passer les premières étapes, hop, il s'arrête, ou alors il a fait une première facture, il n'en fait pas une deuxième. Ça va être un peu plus difficile pour moi de retourner le chercher, parce que sur des interviews ou sur des analyses qu'on a fait, on peut se rendre compte que c'est plutôt
qu'il va lui manquer une fonctionnalité, par exemple. Tandis que sur la partie découverte de la fonctionnalité, vu qu'on a défini nos audiences, que je sais qui est censé adopter, je peux espérer faire des coms ou des automatisations qui sont dédiées en fait à ce type de client. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas le faire pour soutenir l'activation. Et d'ailleurs, je vais vous montrer un exemple juste après sur cette partie activation. Mais en tout cas, c'est important de savoir où est-ce qu'on peut avoir le plus d'impact. Et soit on définit encore un sous-objectif de sur le total d'adoption, je pense pouvoir booster la discovery de temps. Et d'ailleurs, ça peut être intéressant du coup de te laisser la fonctionnalité d'abord la lancer sans com et ensuite de faire un boost grâce au PMM qui va permettre de vraiment aussi pouvoir comprendre les audiences les plus intéressées. Ou alors, du coup, je peux essayer d'identifier des sous-opportunités quand, pour une raison X ou Y, il n'y a pas de fonctionnalité sur laquelle je travaille, par exemple. Donc, c'est ce qu'on a fait ici donc là, je vous ai mis le tunnel d'adoption d'une facture. Donc, on utilise ici l'outil Amplitude. Et si on regarde, en fait, donc là, la première barre, c'est toutes les personnes qui arrivent sur la section facturation. Et derrière, donc j'ai regardé ici, j'ai pris les segments qui m'intéressaient en France, sur les audiences les plus pertinentes qu'on avait définies, etc. Et sur toutes ces personnes qui, pour moi, avaient les bons critères d'adoption, j'ai un drop de plus de 80% qui passe à l'étape d'après, juste de démarrer le flow. Donc là, par exemple, je peux me demander, OK, d'un point de vue PMM, ça peut être aussi d'un point de vue product design, ça peut être le product manager. Quand je parle des étapes là, on peut les faire bien sûr en collaboration avec d'autres équipes et souvent pas tout seul. Mais du coup, à cette étape-là, je me dis, bon, OK, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai décroché le téléphone, j'ai interviewé deux, trois clients pour me dire, pourquoi vous avez arrêté? Et là, souvent, c'est qu'ils avaient déjà un outil, parce qu'on ne peut pas avoir, je ne sais pas, par exemple, des outils qu'ils ont connectés ou quoi, parce que ça peut être des outils gratuits, ou ça peut être même Word ou Excel pour faire leurs factures. Et du coup, ils étaient curieux, mais ils n'avaient pas besoin, donc ils ne sont pas allés plus loin. Et de ce qu'ils m'en disaient, ils étaient contents de leur solution, ils n'avaient pas besoin d'aller plus loin. Ce que je me suis dit, c'est OK, est-ce que je ne peux pas donner un peu plus d'infos et leur donner envie au moins d'essayer? Donc vraiment, cette première partie découverte. Et donc, j'ai envoyé un email à une dizaine de personnes qui avaient droppé justement il y a moins de 3 jours de cette première étape, en leur disant, voilà, en leur mettant des animations, un peu plus de détails sur les fonctionnalités, ce que ça leur permettait de faire en fonction du segment, etc. Et sur les 10 à qui j'ai envoyé un email, j'en ai 8 qui ont terminé le flow dans les 2 prochaines semaines. Donc en fait, peut-être qu'ils n'ont pas refait une deuxième facture, mais au moins ils ont testé la première facture, ils ont pu se dire, OK, finalement ça ne correspond pas, ou comment je fais, ça me suffit. Mais au moins, j'ai réussi à en amener plus à l'entrée du tunnel pour que derrière, on ait plus de chances de booster de l'adoption. Donc attention du coup à avoir les bons trackers in-app. Mais donc là, dans l'exemple, c'est donc ce que je montrais l'empty state. En fait, du coup, les clients arrivaient et on n'a pas vraiment d'infos, pas vraiment de visuel. On sait qu'on peut créer des factures, mais de toute façon, on en crée déjà ailleurs. Donc c'était de se dire, OK, on n'a pas la place d'en dire plus ici, sur cet écran in-app. En revanche, moi, je peux rajouter quelque chose pour leur donner un peu plus d'infos, vu qu'ils ont émis de l'intérêt dans cette première étape du tunnel. Voilà. Du coup, qui fait écho à ce que je viens de dire aussi sur la partie interview, c'est un des risques, c'est aussi d'interviewer trop ponctuellement ou pas au bon moment ses clients. On a vraiment plein d'opportunités de discuter avec les clients et pas uniquement dans cette première phase de cadrage de fonctionnalités. En fait, déjà, on a des retours indirects qu'on peut collecter pour analyser d'un point de vue au global. Donc, par exemple, les commentaires qui sont publiés en ligne, les avis qui peuvent aussi être mis in-app, les retours des autres équipes, les commerciaux, customer success, customer support, etc. Et même des retours en fait qui sont externes sur, par exemple, les témoignages sur les sites de nos concurrents. Donc, on a vraiment plein de sources déjà indirectes qu'on peut suivre de manière un peu. On n'est pas obligé de le faire au continu tous les jours, mais j'essaie par exemple une fois par semaine d'aller voir les retours des commerciaux, parce que du coup, c'est assez inspirant et c'est des retours qui ne sont pas biaisés. Donc, ils peuvent vous permettre en fait d'identifier des nouvelles opportunités et d'enrichir, d'affiner la vision, d'enrichir potentiellement la roadmap et du coup d'avoir des retours plus spontanés qui peuvent montrer des besoins qu'on n'avait pas forcément eu en tête initialement. Parce que par exemple, il y a des choses qui sont assez évidentes. Proposer les devis pour l'outil de facturation, ça nous est venu assez rapidement en tête. En revanche, il y a d'autres problématiques qui sont beaucoup plus précises et assez faciles à résoudre qu'on a identifiées ici dans ces sources indirectes de retour de clients en fait. Et après, du coup, on l'introduit en fait dans notre cycle d'identification des opportunités, potentiellement dans la roadmap, et on fait des recherches en plus pour voir à quel point c'est quelque chose qu'on veut proposer. Donc après, avec toutes les études Calig, quantiques qu'on a l'habitude de faire. Et du coup, à la fin, ce que j'ai montré juste avant, se dire aussi, bon, d'accord, est-ce qu'on ne peut pas aussi tester d'autres aspects et après interviewer les clients pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, faire des A/B tests et du coup contacter les personnes qui ont mal
qui n'ont pas réagi comme on espérait qu'ils le fassent pour comprendre mieux. Donc, il y a vraiment beaucoup d'opportunités, du coup, de faire ces analyses. Bon, là, je vous ai mis, mais je ne vais pas rentrer en détail aussi par souci de timing et que vous laissez du temps pour les questions. Mais du coup, par exemple, en bas, c'est le traitement un peu des retours commerciaux au support, etc., avec des tags qui sont mis automatiquement. Et on peut voir l'évolution du sentiment lié à une fonctionnalité, par exemple. Donc là, une fois qu'on l'a sorti, par exemple, on a eu beaucoup plus de verts. Donc ça permet de voir un peu où on en est et après de regarder les commentaires des gens qui sont contents ou qui estiment qu'il leur manque quelque chose. Et après, là, c'est les databases qui sont partagés avec les autres équipes pour pouvoir identifier justement les retours au bon moment. Et donc là, ce que j'évoquais, important du coup pour moi, cette dernière partie, de faire les analyses, donc ce qu'on appelle Red Bean, Grid Bean. Donc en fait, le lancement, il ne s'arrête pas au moment où on a fini, on a atteint le succès. Et même si d'ailleurs le succès produit est atteint, donc j'ai bien X personnes qui ont adopté ma fonctionnalité, en fait, il y a une question de moi d'un point de vue PMM. Est-ce que les personnes que je pensais qui allaient adopter ont adopté? Parce que peut-être qu'au final, je faisais les gens en construction et c'est les gens en tech. Et du coup, j'ai quand même des red beans, donc j'ai quand même des choses que je dois améliorer. Soit mon positionnement n'était pas bon, mon message, peut-être même mes segments, ou alors il me manque des fonctionnalités critiques. Et donc, c'est à nous de décider après avec le product manager, enfin à l'échelle produit, si c'est des cas d'usage qu'on veut, auxquels on veut répondre. Et après, les green beans, c'est ceux qui ont fait comme on espérait qu'ils fassent, mais du coup, ça nous permet quand même de renforcer les canaux, s'assurer que ça fonctionnait bien et que les messages étaient bien lus. Et du coup, dernière erreur ou dernier conseil, du coup, selon le point de vue, et après, je vous laisserai du temps, du coup, pour me poser vos questions, c'est du coup de juste localiser son messaging, donc ces messages, plutôt que vraiment définir un positionnement par pays. Typiquement, si je reprends l'exemple des devis qu'on a fait récemment, on a vérifié avec les équipes du légal, etc., qu'on avait bien toutes les bonnes mentions obligatoires. Donc techniquement, on savait que le produit fonctionnait. Et après, on avait en France des spécificités où on a certaines industries qui sont obligées d'émettre des devis comme la construction ou pour les services à la personne. Et après également à partir de 1 500 euros. Donc assez facile en termes de message de voilà, sécuriser, pardon, sécuriser vos paiements, assurez-vous d'être en règle. Le message est assez évident. En revanche, pour tout ce qui est Allemagne, déjà, on n'a pas d'industrie où c'est obligatoire. Et ensuite, on a un autre aspect où finalement, on avait fait des pubs où on parlait donc sur des ads, sur les réseaux sociaux, etc., où on parlait au global de ce qu'on proposait. Et en fait, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas du tout. Et après analyse avec les équipes locales, bah oui, évidemment, en fait, les clients, ils veulent une intégration avec Datev. Donc c'est un outil comptable. Donc si on ne le mentionne pas, en fait, les clients ont peur que ça ne fonctionne pas avec leur stack produit, entre guillemets. Et du coup, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, de manière assez intéressante, en Italie, il y a déjà la facturation électronique. Donc tout mon messaging est complètement KO. Il n'a aucun intérêt pour ces clients-là parce qu'ils ont une manière complètement différente de gérer la facturation. Donc, au-delà de dire, bah voilà, faites des devis pour sécuriser vos paiements, etc., il y a des fois un aspect légal. En Italie, ils n'ont pas vraiment de devis, ils ont des factures pro forma, ça ne les intéresse pas. Donc, il y a vraiment, en plus de la localisation de produits, la localisation des messages, mais qui devient un vrai positionnement cumulé avec les bonnes fonctionnalités. Voilà. Du coup, c'est tout pour moi. Merci beaucoup Aurélie, merci beaucoup. Franchement super intéressant et je pense que ça va parler à pas mal de gens dans l'audience qui ont déjà eu à vivre des lancements de fonctionnalités et on se demande un peu après finalement est-ce que la fonctionnalité qui n'était pas la bonne, est-ce qu'on n'a pas ciblé le bon utilisateur ou est-ce que même tout simplement on n'a pas assez bien communiqué et effectivement parfois c'est compliqué d'y voir clair dans tout ça. Donc en tout cas merci beaucoup. Je pense que ça a dû aider pas mal de gens. On a beaucoup de questions. Alors, ce que je vous proposais en début de call aussi, c'est de vous passer la parole. Juste en attendant, on voudrait vous soumettre un petit sondage, comme on aime bien faire lors de ces webinars. Vous pouvez aller sur Booklab très rapidement et entrer le code qui s'affiche à l'écran ou scanner le QR code pour pouvoir nous répondre. En fait, c'est très simple. C'est est-ce qu'aujourd'hui, il y a un PMM dans votre organisation? Oui, non. Peut-être que vous êtes en train d'en rechercher un. N'hésitez pas à nous répondre, ça nous donnera une meilleure visibilité un peu de l'audience. D'ailleurs, pour ceux qui cliquent sur On en cherche un, n'hésitez pas à me contacter. Je passe le message également, j'en profite. Et alors, en attendant, je vais commencer à poser quelques questions. Je vous laisse continuer à répondre.
Alors déjà, on a Vanessa Valette qui souhaitait poser une question. Vanessa, je ne sais pas si tu es toujours parmi nous, si tu souhaiterais prendre le micro. Alors, pour l'instant, j'ai pas de réponse de Vanessa, donc ce que je vais vous proposer, c'est de lire sa question qui demandait en fait comment est-ce que vous identifiez les clients à contacter pour notamment la partie value analysis quand on a un si grand nombre de clients. Et je vais en profiter pour vous couper avec une autre question finalement sur comment est-ce qu'on définit des personas et combien est-ce que vous avez de personas parmi tous vos clients. Du coup, comment est-ce qu'on identifie les clients à contacter? Effectivement, c'est une très bonne question et ça fait un peu écho au fait d'identifier les bons moments pour interviewer. Il y a des clients, par exemple, on va prendre justement ceux qui ont demandé une fonctionnalité de manière assez évidente. On va se dire, OK, bah déjà prenons, si on n'a aucune idée des segments justement que ça peut intéresser et des audiences qu'on peut vouloir cibler, on va essayer de regarder du coup, parce que par exemple, facturation, tout le monde n'a pas besoin de devis. Donc quand on se dit, bah, est-ce qu'on va faire les devis, à qui on s'adresse? Donc, bien sûr, il y a une étude préliminaire, mais pour les clients, on va regarder ce qu'ils vont demander. Donc, comme ça, on va déjà faire des premières interviews pour essayer de comprendre quel est le besoin derrière, voir si on ne peut pas extrapoler un petit peu, en fait, ce besoin à d'autres typologies d'utilisateurs qu'on pense vouloir utiliser. Et après, de manière assez, des fois, juste si on prend des fonctionnalités qui sont un peu moins évidentes, on va dire, où on n'a pas de demande, on peut aussi essayer de regarder, en fait, des usages dans l'application. Par exemple, si quelqu'un a, je ne sais pas, des transactions justement au restaurant, etc., on va se dire, ah bah lui, normalement, vu son chiffre d'affaires, il est censé avoir besoin de garder ses reçus. On va peut-être lui demander comment est-ce qu'il fait, ou alors s'il a beaucoup d'employés, quelle solution il peut utiliser. L'idée à ce moment-là, c'est vraiment de voir les profils qui semblent pouvoir correspondre. Et après, en fonction des différentes interviews qu'on a pu réaliser, effectivement, c'est assez lié du coup, on va découper un petit peu. Mais donc, au-delà du segment, on va dire en termes d'industrie ou de taille d'entreprise, on va avoir beaucoup de comment dire, de sous-critères qui peuvent être liés, par exemple, au nombre de factures qu'ils gèrent, de transactions. L'idée, en fait, c'est d'avoir quelque chose d'assez fin et derrière qui est exploitable, comme je disais, par les autres équipes. Le CRM, par exemple, ils ne vont pas envoyer un email à tous les gens en construction. On va regarder ceux qui sont au bon moment dans le cycle de vie, qui ont suffisamment de transactions pour que ça devienne complexe pour eux à gérer. Donc là, sur vraiment identification d'interview, ça va être justement toutes ces sources un peu informelles et indirectes de retour client, ce qu'on appelle Voice of Customer, pour après pouvoir affiner les segments. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair. Merci beaucoup. Et du coup, alors, petite question supplémentaire. Aujourd'hui, vous avez combien de customer profile définis chez Alors, à l'échelle de Conto, aujourd'hui, maintenant, on a défini 4 grands profils avec des différentes tailles d'entreprise, etc. En revanche, après, on va avoir des profils plus spécifiques. Un, dans ce qu'on appelle la CFT, donc en gros, moi, la partie facturation, par exemple, j'ai des profils un peu plus spécifiques qui sont partagés par toute l'équipe produit, enfin même toute l'équipe de la team. Et après, par lancement de features, on peut les détailler, les préciser, ou alors dire, bah, du coup, par exemple, celui-là qu'on a identifié à l'échelle de la facturation, il a ou pas besoin des devis. En fait, on va enrichir au fur et à mesure des lancements les profils qu'on a pu définir. Moi, aujourd'hui, j'en utilise 3 à peu près pour la partie facturation qui sont après sous-détaillés, du coup, si j'ai besoin de bosser avec le CRM. Donc, j'ai un profil plutôt justement à la personne qui va démarrer son entreprise, qui va tester pour la première fois Conto, qui n'a pas d'autres outils, donc qui pour moi est un peu plus facile à targeter, enfin à cibler avec des coms, au moins pour qu'il l'essaye. Et après, la personne qui veut tout optimiser, qui veut tout dans le même outil pour avoir une visibilité complète sur ses finances, qui lui va avoir plutôt des comportements justement, attacher ses reçus, consulter assez souvent le tableau de bord. Donc en fait, on va vraiment pouvoir après identifier les sous-segments et dedans voir les industries, etc. qu'on veut y mettre. Merci beaucoup Aurélie. On a une question qui est pas mal revenue sur la notion de red bean. Il y a plusieurs personnes dans l'audience qui n'ont pas forcément compris qu'est-ce que tu mettais derrière. Est-ce que tu peux revenir rapidement peut-être sur cette partie? Bien sûr, en plus très intéressant. D'ailleurs, j'espère que j'ai pas fait trop de... Parce qu'on a beaucoup de jargon en interne, on fait du lean. Donc bon, j'ai essayé de m'en affranchir, mais effectivement, ce point-là, il est intéressant. En gros, la Red Bean, elle peut être réalisée d'ailleurs pour toutes les équipes. Hein. C'est pas que pour les product marketing ou même juste pour le product. On a des Red Bean aussi pour les équipes potentiellement commerciales, etc. L'idée, en fait, c'est d'identifier. Donc là, si je reviens au PMM, moi, j'avais défini, donc par exemple, je vais revenir le freelance tech qui a besoin des devis pour sécuriser ces transactions et s'assurer de pouvoir être payé in fine. Donc, j'ai identifié du coup, je ne sais pas, 200 utilisateurs d'abord pour faire un premier test
qui pour moi, que je voulais suivre parce qu'ils sont vraiment précisément dans mon audience. Et en fait, au lancement, ils n'ont pas adopté, ou alors très peu. Du coup, ma Red Bean, c'est ces utilisateurs qui avaient exactement mon profil, que j'identifiais comme pertinent, les comportements qui me semblaient intéressants et du coup qui auraient dû adopter et en fait n'ont pas adopté. Du coup, à partir de là, c'est là où du coup on fait des Red Bean interviews. Donc, je vais contacter les clients pour dire, bah voilà, est-ce que vous avez vu, on a lancé ça récemment? Déjà, oui, non, peut-être qu'en fait mes coms, elles les ont même pas atteintes. Ensuite, pourquoi est-ce que c'était pas intéressant? Bah, en fait, j'ai déjà un outil et du coup, c'est pas suffisant pour moi, les devis, pour vouloir accepter les factures, pour passer toute ma facturation chez vous. Donc, en fait, essayer de détailler un peu, du coup, quels étaient les bloqueurs. Et est-ce que c'est des bloqueurs, après, sur du message, de la segmentation, il manque une fonctionnalité qu'on n'a pas identifiée. Et du coup, c'est vraiment cet intérêt. Du coup, il faut avoir défini moi, le comportement, en fait, que je souhaite influencer et chez qui. Et en fait, si ça n'a pas marché, même si 50% de cette audience a adopté, bon, de sens, c'est vraiment pas beaucoup, mais même si 50% a adopté, bah, pourquoi les 50 autres, ils n'ont pas adopté? Et c'est là, en fait, qu'on peut enrichir aussi, du coup, nous, nos objectifs en tant que PMM et potentiellement influencer la roadmap parce qu'on trouve des nouvelles problématiques qu'on n'avait pas identifiées initialement. Mais écoute, tu me donnes une perche, disons, pour enchaîner sur la prochaine question, justement, c'est sur, tu l'as dit, influencer la roadmap. Aujourd'hui, voilà, vous travaillez avec d'autres, avec des product managers, justement, à quel point est-ce que parfois tu es impliqué finalement dans la conception de solutions, finalement? Alors, c'est pas toujours évident d'influencer la roadmap, surtout quand on devient 1300 et que c'est des équipes assez grandes. Mais du coup, l'objectif à ce stade, déjà, c'est de bien identifier sa valeur en tant que PMM quand on scale comme ça dans une boîte à cette échelle. Parce que du coup, on a beaucoup eu la question aussi des fois, mais du coup, c'est quoi votre rôle par rapport au PM? Parce que du coup, si tout le monde fait des interviews en cadrage de fonctionnalités, fait des recherches sur les concurrents et tout, effectivement, on peut avoir de l'overlap. Mais du coup, comment est-ce qu'on influence à ce stade? C'est vraiment du coup définir justement nos audiences idéales et bien comprendre en fait ces audiences toute leur journée utilisateur et du coup tout ce qui peut les aider ou leur manquer, etc. Et après qualifier un peu le potentiel. Et là, avec ces test and learn ou les red beans, comme on disait, on peut voir à quel point il y en a qui peuvent être facilement actionnables. Il manque juste ça et je pense qu'on peut unlock tout ça. Ou alors, bon, bah là, en fait, e-commerce, il faudrait proposer le module, la gestion de stock. Enfin, du coup, on peut essayer d'influencer justement en arrivant à affiner quelles audiences sont les plus proches, on va dire, d'adopter. Parce que grâce à nos messaging qu'on a pu définir en amont, on se dit si j'avais ça, je sais que je suis plus impactante. Et ça peut être d'ailleurs typiquement sur des analyses aussi de concurrence sur les gaps qu'on peut avoir. On sait que telle entreprise, elle est super plébiscitée, je ne sais pas, par les tout petits. Et maintenant, c'est notre focus, on vise les auto-entrepreneurs. Bon, bah, qu'est-ce qu'ils proposent de plus ou de moins? En fait, on arrive vraiment en complément et en support du product manager, par exemple, qui lui est souvent dans un cycle de développement produit continu, avec des itérations qui sont assez régulières, des améliorations qu'il doit suivre, mesurer, etc. Donc, c'est un peu la petite voie de et ça, comment est-ce qu'on l'a envisagé? Et après, bien sûr, c'est quelque chose qu'on fait tous ensemble. Et dans tous les cas, l'ownership de la roadmap, c'est le product management. C'est pas le PMM. Donc, comme les commerciaux peuvent essayer d'influencer, comme là, on va essayer de consolider ces retours et de prouver leur poids, en fait. Super, merci beaucoup. Il y a plusieurs questions qui sont revenues juste sur la récolte de feedback et peut-être aussi leur classification. En plus, tu nous donnais l'exemple des sources qui peuvent parfois être voilà, annexes, type les commentaires sur les produits des concurrents, par exemple. Comment est-ce que vous centralisez tout ça? Est-ce que vous avez un outil particulier? Les deux gros outils qu'on va utiliser, ça va être Notion pour tout ce qui est. On va faire une sorte des bases de données partagées avec, par exemple, les commerciaux qui vont remplir, bah voilà, tel client de tel segment, de telle taille, nanana, il m'a fait ce retour-là. Et après, en fait, on y associe, enfin, on fait des petits. On y associe des opportunités. Et après, déjà, on peut voir combien de personnes ont mentionné, je sais pas, les devis, les machins. Donc, ça, c'est assez macro. C'est sur des gros types de fonctionnalités. Et du coup, après, quand on arrive, on analyse du cadrage, etc., on peut retourner voir les verbatims. Et on a un outil qui est du coup pas mal du tout aussi pour collecter tous ces feedbacks justement un peu plus informels et un peu moins... normalement, c'est un peu moins scalable. C'est Chattermill qui nous permet vraiment d'injecter, d'aspirer en fait toutes les conversations. Donc là, pour l'instant, on utilise Intercom avec les équipes Customer Success. Tout aussi les reviews, par exemple sur Trustpilot, etc., donc externes. Et quand on fait des surveys in-app, donc ça va tout injecter en fait dans cette application de Chattermill.
Et après, on a une équipe qui a été dédiée à un moment pour définir justement des tags. Et il y a aussi une analyse de sentiments qui permet de savoir si globalement, sur le sujet-là, les retours sont plutôt positifs ou négatifs. Donc nous, ça nous permet aussi de suivre un petit peu potentiellement, je ne sais pas, sur, même si je veux par exemple prendre une audience, je peux segmenter et je veux voir sur la construction les avis sur les devis. Enfin, ça peut aussi nous aider à avoir des opportunités. Mais donc là, c'est d'abord vraiment déjà quelle source on y aspire, comment on les tag. Et ça, on a quand même une équipe dédiée qui s'en est chargée parce que c'est quand même assez. Par exemple, les reçus, on ne peut pas dire je veux le mot reçu parce que par exemple, si quelqu'un demande j'ai reçu un virement, ben, en fait, ça biaise tout. Donc il y a quand même une sorte je vais dire d'intelligence artificielle, c'est un peu mainstream maintenant d'utiliser ce mot-là, mais du coup, on a des équipes qui ont encadré du coup cette injection de feedback. Mais c'est pas si complexe. Ok, ok, merci beaucoup. Écoutez, on arrive à 46. Alors, je vais essayer de voir s'il n'y a pas une dernière question à prendre. Tac, tac, tac. Euh, alors, il y a plusieurs questions qui sont revenues, disons, pour en fait savoir finalement comment est-ce que vous décidez des problématiques que vous allez tacler. Si on reprend par exemple les quatre customer profiles, finalement, qui va prendre la décision de s'intéresser à une problématique de tel customer plutôt, et de peut-être parfois laisser un autre customer un peu plus sur le côté, disons. Bah déjà, alors déjà, enfin, il y a aussi la vision de l'entreprise hein, qui influe évidemment. Si notre but c'est d'aller chercher des grandes boîtes, bah tant pis. Enfin, du coup, les petits freelance tech, ça va être moins le focus, même si pour l'outil de facturation c'est le plus pertinent par exemple. Donc il y a quand même une influence un peu top-down, je vais dire, mais qui est logique parce que l'objectif c'est d'aller tous dans la même direction et l'appli Koto ne se résume pas à la facturation, même si c'est de ça dont j'ai parlé. Donc bien sûr, du coup, il y a une échelle plus grande. Mais du coup, si on parle vraiment de nous à notre échelle, au-delà du coup de l'impact des objectifs de l'entreprise, il y a aussi en fait l'adéquation avec notre base utilisateur. On sait que certaines industries sont plus à même d'avoir un compte pro chez une banque en ligne versus une banque tradie. Donc, on va quand même pouvoir orienter un petit peu en fonction de ça. Et derrière, bien sûr, ça va être l'étude impact versus effort. Parce que par exemple, je parlais de devis, on a réfléchi à ce qu'on va proposer la signature électronique. Honnêtement, c'est extrêmement compliqué. Soit on passe par un partenaire, mais soit ça va être très très long à développer. Et au final, combien de personnes en ont vraiment besoin? Ça va être une étude du coup d'impact sur le nombre de clients qui ont pu le demander. Et là, justement, on peut remployer tous ces canaux directs ou indirects qu'on a pu évoquer. Mais donc, il y a vraiment différents aspects. Encore une fois, on les partage, on en parle ensemble. In fine, ça va être les équipes product management et même la lead product management qui va finir par trancher. Et je pense que comme dans toutes les boîtes, il y a quand même un peu d'intuition aussi. Enfin, à force de parler à plein d'utilisateurs, il y a quand même une partie où on a une intuition et après, des fois, on se trompe. Hein. Et je pense que c'est là, justement, bonne conclusion, c'est là où on apprend. Donc, je pense que c'est aussi important des fois d'essayer et on verra bien. C'était un peu l'objet du webinaire, hein, finalement, Ouais. c'est de se tromper et d'en tirer des enseignements. Je me permets juste de rajouter, parce qu'effectivement, c'est une question qui m'a aussi pas mal intéressé. C'est LaunchUp, en l'occurrence, je pense que ça doit être une entreprise qui demandait combien est-ce que vous avez de canaux de communication avec vos clients et finalement, est-ce que tu pourrais nous lister les plus efficaces chez Conto? On en a beaucoup, effectivement. Je vais essayer d'être, sans être exhaustive, mais en tout cas de donner des grandes catégories. Typiquement, on a les canaux produits, donc qui vont être par exemple, donc là je le montrais, quand on est dans le produit, il y a quand même des petits moments où on peut décrire la fonctionnalité. Par exemple, quand on ne l'a pas encore utilisé, on a l'empty state, donc quand il n'y a encore rien dans la fonctionnalité, plutôt que mettre rien, on a ces petits messages qui peuvent apparaître. On a aussi du coup on a mis en place ce qu'on appelle la cross-product nav, où en fait on va essayer de pousser des fonctionnalités au bon moment, mais c'est aussi dans le produit. Il y a les emails back-end, par exemple, vous avez reçu un revenu, bah là, on peut aussi se dire, n'hésitez pas à mettre, enfin, du coup, dans l'autre sens, vous avez fait un paiement de temps qui a été validé, n'hésitez pas à mettre le reçu, on peut aussi les employer. Donc, il y a vraiment tous les canaux produits, push, etc., comme je l'ai montré au tout début sur les reçus. Et après, on a les canaux CRM, donc ça, c'est dans les deux grandes catégories hein, de canaux, où on va pouvoir avoir de l'email, de l'in-app, avec du coup, ce que je montrais aussi au début, highlighter une petite partie, faire une petite pop-up, enfin, du coup, c'est vraiment tout ce qui va être mettre en avant des parties de l'application. On a aussi, par exemple, des product tours où on va pouvoir guider si c'est une fonctionnalité un peu complexe pour l'adoption. Donc, ouais, je vais dire les deux gros canaux, c'est en fait ce qui existe déjà dans le produit et qu'on peut un peu ajuster pour notre usage. Et après, les canaux un peu supplémentaires qu'on met par-dessus. Au-delà, donc c'est quand même un canal email, de tout ce qui est newsletter, etc.
Ok, merci beaucoup. On va mettre fin, étant donné qu'il est 12h50, et je pense qu'aussi pas mal d'entre vous qui doivent aller déjeuner, mais je me permets, Aurélie, hein, voilà, je pense que tu serais assez ouverte pour continuer la discussion si des personnes souhaitent t'ajouter sur LinkedIn. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce nouveau webinar. N'hésitez pas à nous laisser une petite note entre 0 et 5 dans le chat et on espère vous revoir à nos prochains événements. Je Et vous souhaite preneuse de vos feedbacks aussi d'ailleurs et de vos questions, hein, je reste à votre disposition. Donc bah, peut-être à bientôt. Et n'hésitez pas aussi, hein, je peux transmettre tout ça, Aurélie. Bonne journée à tous et bon appétit. Beaucoup.